Et nous sommes en ligne avec Carole Gomez. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, spécialisée en géopolitique du sport, assistante diplômée au sein de l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, où vous réalisez en ce moment une thèse en sociologie du sport. Bonjour à vous. On serait tenté de dire que Bonjour. c'est une Coupe du Monde qui ressemble un peu à l'esprit MAGA, à Donald Trump, avec le slogan l'Amérique qui gagne, les prix des billets exorbitants. C'est le capitalisme à outrance. Oui, on peut dire ça, même si, je n'irai il est intéressant de rebondir sur la conférence de presse hier de Gianni Infantino qui considérait que c'était le plus grand événement que l'humanité n'ait jamais connu. Donc c'est, la vraiment les superlatifs qui sont, sans cesse mobilisés, sur cet, événement et donc il est, à mon sens, très important de regarder objectivement ce qui est en train de se passer. Votre sujet l'a très bien démontré avec des questions politiques, des questions diplomatiques, des questions environnementales qu'il faut garder à l'esprit avant et pendant que la compétition va se dérouler. Concernant Donald Trump, est-ce que vous diriez que c'est une vitrine pour le président américain qu'on imagine se mettre constamment en scène, ou plutôt un piège si les choses tournent mal pour lui? Est-ce que ça pourrait aggraver l'image déjà bien écornée des États-Unis? Vous en pensez quoi? Pour le coup, ça va être, là encore, je pense qu'il va être, très important de suivre jour par jour la situation. Il est beaucoup trop tôt pour pouvoir répondre à cette question. En revanche, vous tenez là les 2 éléments importants de la situation. Définitivement, Donald Trump va vouloir utiliser cette coupe du monde pour se mettre en avant le programme MAGA, mettre en avant sa personnalité, ses réformes, mais également les moindres anicroches ou les moindres incidents ou les difficultés qui ont été rencontrées depuis déjà plusieurs semaines et même plusieurs mois par les fans, par les visiteurs, par les spectateurs, par les personnes sur le sol états-unien vont être autant de difficultés, autant de, de choses qui vont venir tacher cette Coupe du monde que lui voudrait au contraire être à son image. Et donc il va être, à mon sens, très important de regarder avec rigueur l'ensemble de ce qui va se passer sur le terrain, dans les tribunes, dans les fan zones, mais également sur le territoire états-unien, canadien et mexicain. Est-ce que ça vous étonne que Donald Trump la réserve ses premiers mots à quelques heures du coup de sifflet à Mexico, à l'Iran? Il parle pas du tout de la Coupe du Monde, hein. Il dit on va frapper très fort ce soir. Je j'ai appris à ne plus être surprise, hein, par Donald Trump, et là encore, il va être intéressant de voir comment est-ce que les choses vont se passer. En fait, ce qui est absolument dramatique, c'est cet événement sportif qui, évidemment, va charrier énormément d'émotions, mais qui se heurte de plein fouet, avec une situation géopolitique extrêmement préoccupante. Rappelons-le, ça fait, un peu plus de 2 mois maintenant que les États-Unis avec Israël sont en, conflit ouvert, avec, l'Iran, avec des frappes, avec des guerres, avec, des morts sur place et donc c'est aussi ça, c'est la réalité des relations internationales qui se heurtent au récit enchanté que veut faire Gianni Infantino en considérant que c'est une parenthèse et que c'est cet événement, de cette coupe du monde masculine de football qui va unir le monde et donc du coup, je pense que c'est aussi très important de toujours garder en tête cette dimension politique qui va avoir des répercussions très concrètes sur le terrain parce que l'équipe iranienne va elle-même être amenée à jouer sur le territoire états-unien. Elle était censée s'entraîner sur le territoire états-unien avant que son camp d'entraînement soit délocalisé au Mexique à la frontière. Et donc c'est aussi ça qui va être vraiment intéressant et vraiment important de regarder tout au long de cette Coupe du Monde. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'image de Gianni Infantino aux côtés de Donald Trump, qu'on voit pendant que vous parlez, Carole Gomez. Le chef de la FIFA avait décerné le prix pour la paix de la FIFA à Donald Trump. Faut-il y voir une position politique? Oui, effectivement. Enfin, ce prix, donc qui est le premier prix remis de l'histoire de la FIFA à un individu, prix qui a été qui est un peu sorti du chapeau de Infantino sans qu'on ne connaisse véritablement ni ses critères ni la liste des potentiels candidats qui auraient pu se le voir remettre, est définitivement une
un mouvement politique, une façon de faire plaisir, de contenter un dirigeant politique. Et il est d'ailleurs à ce titre très intéressant de voir qu'il y a eu énormément de protestations. Tout le monde a dénoncé la farce que constituait ce prix-là. Mais il y a eu deux choses intéressantes à mon sens à retenir. La première, c'est qu'il y a été une plainte qui a été déposée auprès du comité éthique de la FIFA par une ONG britannique, Fair Square, qui a été, il y a à peine quelques jours, suivie par la fédération norvégienne de football, avec à sa tête Lise Klaveness, qui est présidente de la fédération norvégienne de football, pour justement en fait insister sur cette plainte-là auprès du comité éthique de la FIFA pour demander des comptes et savoir un peu au nom de quoi Gianni Infantino et la FIFA remettaient ce prix, sous quel contexte, selon quels critères. Et c'est un peu maigre comme opposition, qui... non? C'est un peu maigre comme Alors, opposition. complètement. C'est un peu maigre, mais là encore, c'était pour le coup le communiqué de Lise Klaveness était très intéressant, en soulignant que c'était une initiative qui était prise par la fédération norvégienne, qu'elle aurait bien voulu que d'autres fédérations puissent se joindre à ce sujet, mais que la porte restait ouverte, et donc il était aussi important de continuer à mettre la pression sur le sujet. Et donc, à mon sens, et je le répète, c'est encore pourquoi il est très important de suivre politiquement, sportivement évidemment, et des journaux et journalistes spécialisés sur le sujet feront leur travail, mais il va être aussi très intéressant pour nous de regarder politiquement ce que dit cette Coupe du Monde, comment est-ce qu'elle interagissent ces différents acteurs. On parle très largement de la Coupe du Monde sous le prisme de Donald Trump, mais il va être aussi très intéressant de voir comment se comporte le Premier ministre canadien, qui avait été si dur contre Donald Trump il y a de ça quelques mois, notamment au forum de Davos, où il avait un peu averti le monde du changement des relations internationales qui étaient en train de s'opérer, et donc la nécessité de ne plus compter sur les États-Unis comme le seul et unique allié. Donc là encore, ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Et dernier point, si vous me le permettez aussi, qui va être aussi très intéressant, c'est de voir toute cette grammaire des mobilisations qui est utilisée. J'ai parlé des plaintes qui ont été déposées par des ONG. On peut aussi penser, c'était l'objet de votre sujet, sur le prix des billets. Il y a eu différentes plaintes qui ont été déposées, notamment auprès de tribunaux européens, de la part de FSE, Football Supporters Europe, au nom du droit de la concurrence, contre la FIFA sur la question des prix des billets. Il y a eu une enquête en cours par le parquet de New York et le parquet de New Jersey contre justement les prix des billets qui ont été mis en vente. Et donc ça montre aussi comment il peut y avoir au niveau judiciaire, au niveau politique, au niveau des manifestations. On voit des manifestations importantes au Mexique en ce moment. Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent arriver à contester, à protester contre cette Coupe du Monde? Oui, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les États-Unis, mais vous rappeliez aussi le Canada et le Mexique. D'ailleurs, le Mexique a été traversé par une vague de violence après l'assassinat par l'armée du baron de la drogue El Mancho. Peut-être un dernier mot sur l'écologie, puisque c'est la chaleur qui attend les joueurs et les supporters. D'ailleurs, El Niño a commencé, nous dit l'agence américaine NOAA. On nous promettait un tournoi extrêmement clean, presque le plus vert de l'histoire, sauf que les déplacements entre les trois pays, États-Unis, Canada, Mexique, vont faire exploser les émissions de CO2. C'est quoi? C'est de la naïveté, de l'inconscience? Pour le coup, je laisse mes collègues, notamment à l'Université de Lausanne, spécialistes de ces questions, Martin Müller, David Gogichvili, pouvoir répondre plus précisément sur cette question. En revanche, il est certain que les promesses qui avaient été faites de Coupe du Monde la plus verte de l'histoire, la Coupe du Monde la plus neutre en termes de carbone, sont clairement pas atteindre les objectifs, et différents rapports, vous l'avez cité là encore en introduction, ont été publiés pour montrer à quel point cette Coupe du Monde serait la plus polluante de l'histoire. Au-delà des questions de pollution, il y a aussi la question sous-jacente, un peu sur un autre sujet, mais qui est aussi la question de la santé des joueurs, la santé des staffs, la santé des personnes qui vont assister à cette Coupe du Monde. Merci infiniment, Carole Gomez, de nous avoir répondu depuis Lausanne. Et malgré toutes ces polémiques, bien sûr, France 24 se met à l'heure américaine, l'heure mexicaine ce soir, édition spéciale à partir de 20h, heure de Paris, avec Benoît Perrochet.